Ce programme vous est présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire, c'est Grégory Sion, le directeur général de la marque Pierre et Vacances, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. Plus de 190 sites en France et dans le monde, on verra si c'est possible de concilier développement du tourisme et baisse de l'impact. Auparavant, je reçois Frédéric Torrente, le directeur général de Cogite LGC, qui propose des packs d'emballage réemployables. On sera au cœur des enjeux de numérisation, mais aussi de souveraineté du secteur de la logistique. Dans notre Zoom, on verra comment calculer l'empreinte carbone d'un événement. Avec cette question, la filière événementielle, est-ce qu'elle s'oriente vraiment vers la responsabilité environnementale? Et puis, dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez tapis de laine. C'est une alternative au tapis de gym et de yoga en PVC. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. Tout de suite. L'invité de Smart Impact, c'est Frédéric Torrente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Cogite LGC, qui est un acteur important de la logistique circulaire. On va expliquer de quoi on parle. Je veux bien que vous nous présentiez, pour commencer, votre cœur de métier. Notre cœur de métier, on travaille avec des industriels, de l'agroalimentaire, de l'industrie automobile, pour mettre en place des boucles logistiques et pour réduire leurs déchets d'emballage. Et on met en place des emballages réutilisables, justement, pour réduire cet impact-là. Alors, on parle de quel type d'emballage ? On va parler de type d'emballage en plastique recyclé, on va parler de bandes d'emballage en métallique, on va parler d'emballage pliable, d'emballage rigide, d'emballage d'origine, avec des matières d'origine, de matières recyclées, etc. Donc on est sur tout type d'emballage, mais ce sont des caisses de transport et des outils de transport la plupart du temps. Ouais. Avec donc une particularité, parce que des emballages réemployables, bon, il y en a pas mal. Ce que vous me disiez juste avant qu'on démarre l'interview, notre particularité, c'est la traçabilité. Vous utilisez un logiciel, c'est ça, qui s'appelle Jawax. Tout à fait. Alors, c'est quoi ce logiciel? Quel service ça vous permet de proposer à vos clients? Donc en fait, nous, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que globalement, vous pouvez être le meilleur acheteur du monde, avoir le meilleur parc d'emballage que vous avez acheté, que vous avez le mieux valorisé possible. Si globalement, vous ne suivez pas vos emballages, vous les perdez, ils sont immobilisés, votre action ne sert à rien. Aujourd'hui, la traçabilité et la data qu'on va en retirer nous permet de faire une chose qui est essentielle, c'est tracer les flux d'emballage pour les optimiser au maximum. Je m'explique, le coût carbone de la fabrication d'un emballage plastique versus un emballage carton est bien plus important. Ouais. Si vous divisez ce coût carbone-là de l'emballage plastique par un nombre de fois un nombre de rotations qui est suffisant, globalement, vous allez réduire votre impact carbone versus un emballage en carton, par exemple. L'idée, avec la traçabilité, c'est de nous permettre d'optimiser ces vitesses-là et d'accélérer la vitesse de rotation pour avoir un nombre de rotations qui soit le plus grand possible. D'accord. C'est quoi? C'est des puces qui sont dans vos emballages, c'est ça? C'est des petites puces RFID, donc c'est une petite antenne qu'on vient coller qui est passive. Donc ça veut dire que l'emballage ne rentre pas dans une catégorie de DEE. Voilà, donc l'étiquette, elle est passive et on a des lecteurs qui nous permettent finalement de tracer ces emballages-là pour avoir une très bonne lecture de la boucle logistique. Donc ça suppose d'équiper vos clients et les différentes étapes de leur chaîne logistique d'outils pour tracer. Comment ça marche? C'est là que l'outil est intelligent. Globalement, on ne met pas en place des systèmes de lecture partout. On fait un peu d'ingénierie logistique, on cherche les endroits stratégiques de la boucle pour finalement trouver le bon endroit où mettre le lecteur. Donc on en met le moins possible pour que ça coûte le moins cher, pour essayer de faire rimer l'écologie avec l'économie. Alors, on va prendre deux exemples de secteurs, la grande distribution et puis le secteur automobile. Par exemple, vous travaillez avec Auchan. Comment ça fonctionne? Sur quel type d'emballage et quels usages Auchan fait de votre technologie? Donc, nous, avec Auchan, on travaille sur la partie fruits et légumes. On livre des caisses vides, propres et utilisables à des producteurs de fruits et légumes qui les remplissent, qui mettent leurs fruits et leurs légumes à l'intérieur, justement. Ils remplissent les caisses. Les caisses repartent en centrale de distribution pour aller en magasin au consommateur final. On récupère les caisses, on les lave
et on les remet à disposition. L'investissement que fait Auchan sur cette technologie-là, il y a un retour qui est rapide, parce que là, en ce moment, on est vraiment à une croisée des chemins pour pas mal de grands groupes et d'entreprises en général sur les engagements RSE. Ils ont fait les premières économies, entre guillemets, hein, je mets les guillemets faciles. Puis là, on commence à rentrer dans le dur, dans des investissements qui coûtent cher et qui ne vont pas rapporter tout de suite. Donc ça rapporte vite, ça? Mais globalement, on ne fait pas supporter, nous, ce coût-là, nos clients. Le coût de la traçabilité des infrastructures dont vous parliez, qui potentiellement, elles peuvent être onéreuses, ce coût-là, on l'a dilué dans le nombre de rotations. Je m'explique, un lecteur, un système de lecture qui va coûter une certaine somme, on va le diviser par le nombre de rotations et par le nombre d'emballages qu'il va pouvoir lire. Ouais. Donc globalement, à la fin, ça ne coûte pas grand-chose. L'impact de la traçabilité, il est très faible, l'impact économique, il est très faible. Par contre, ces gains, ils sont extrêmement importants. Et autre exemple, Stellantis, donc secteur automobile. Là, vous travaillez sur quel type d'emballage pour eux? Donc pour eux, on est sur des emballages pareils, des emballages en plastique et des emballages métalliques. Eux, ils ont les deux typologies d'emballage. Et nous, globalement... C'est des pièces détachées? C'est quoi? Pour les pièces détachées, exactement. Donc en fait, c'est pour les chaînes de montage, on livre les fabricants qui, eux, vont remplir les emballages avec de la visserie, avec du verre, peu importe les outils qui vont être utilisés pour fabriquer les voitures. Et nous, globalement, on livre ces emballages-là. Ces emballages-là sont livrés directement sur les usines de montage et sur les chaînes de montage pour que les voitures soient construites. Juste pour bien comprendre, pour que ce soit optimisé, les emballages, ils vous appartiennent à vous? Oui. Donc c'est vous qui les récupérez, c'est vous qui les nettoyez, par exemple? On va être en capacité de proposer ça à certains clients qui vont nous le demander. Pour Auchan, on nettoie pour eux. On lave, ce sont nos emballages, et on lave les emballages qui nous appartiennent dans nos centres de lavage. Pour d'autres, ils choisissent de laver eux-mêmes. Donc, soit ils prennent la totalité de la boucle et la totalité du panel de services qu'on peut proposer, soit finalement, ils prennent ceux qui vont besoin. C'est un peu un service à la carte. D'accord. Est-ce qu'il y a une logique de consigne? J'emploie des termes qui sont des termes de consommateurs, voilà, mais est-ce que ça fonctionne aussi comme ça? Et on met pas de consigne, nous. Nous, on n'a pas de consignation. Le fait d'avoir la traçabilité RFID nous permet de nous abstraindre de ça. Rendez-vous compte. Oui, il n'y a pas d'enjeu d'oublier ou de ne pas oublier de rapporter le produit puisque vous le tracez. On a des pertes qui sont bien moins importantes que nos confrères. Voilà. Alors globalement, comment ça marche? Un producteur qui va vouloir prendre une caisse de fruits et légumes, potentiellement pourrait mettre une consigne pour récupérer cette caisse qui lui serait rendue lorsque la consigne reviendrait lorsque la caisse reviendrait en dépôt. Nous, grâce à la traçabilité, on affecte à un producteur la caisse de fruits et légumes et donc on ne met pas de consigne à nos producteurs parce qu'on sait à quel moment on l'a récupéré, nous, dans notre système. Ouais. Est-ce que vous avez modélisé le gain en termes de... Effectivement, vous nous dites, bon, un emballage plastique, il va peut-être il va avoir un impact carbone plus lourd à la production qu'un emballage carton. Ok, mais est-ce que vous avez modélisé le gain que ça représente au final avec le taux de rotation dont vous nous parliez? On a travaillé sur des analyses ACV, donc analyse du cycle de vie, pour vérifier, entre guillemets, que ce que nous on faisait au quotidien écologiquement c'était viable. Et on a des résultats avec des cabinets, je ne citerai pas les noms, mais avec des grands cabinets, on a des résultats qui nous permettent de valider le fait qu'aujourd'hui un emballage réutilisable avec le nombre de rotations réelles que nous on a, parce qu'on est vraiment en réel, on a la traçabilité. Donc avec le nombre de rotations qu'on a, on a validé que globalement notre caisse en plastique qui, même si elle vient d'origine pétrolière, je veux dire notre caisse aujourd'hui globalement elle est moins coûteuse écologiquement parlant qu'un emballage carton. Vous limitez les pertes. Alors, alors là on peut se comparer à un système qui n'est pas tracé. C'est quoi le taux de perte? On est 10 fois inférieur. 10 fois inférieur? 10 fois inférieur. D'accord. Mais ça ne coûte pas 10 fois plus cher? Pas du tout. C'est le gros avantage. Ok. Donc, vous limitez les pertes, vous réduisez les déchets, évidemment, pas de consignation sur l'eau. Parce que si vous nettoyez vos emballages, est-ce que vous avez intégré aussi à cette dimension environnementale l'usage de l'eau? Dans l'analyse ACV, vous avez la totalité du cycle de vie. Donc, si une caisse va faire 70 rotations durant sa durée de vie, elle va être lavée 70 fois. On va, à chaque tour, on va laver une caisse. Donc, globalement, on a bien entendu intégré les consommations d'eau, les consommations électriques, le gaz qu'on va pouvoir utiliser pour chauffer l'eau, les solvants, etc. Tout est condensé dans l'analyse du cycle de vie. Ce cycle de vie, vous dites, c'est quoi? C'est 70, ça dépend J'ai des caisses qui tournent depuis 14 ans, donc elles ont un peu plus de 70 tours. Voilà. D'accord. Et alors, c'est lié à quoi, ça? L'usage, le soin que prennent vos clients, parce que quand on est dans la logistique, on n'a pas toujours le temps de bichonner les caisses et les emballages, quand même.
Après, globalement, on est sur des produits qui sont fabriqués par des acteurs robustes, européens, ouais. qui sont robustes. Les acteurs avec qui on travaille en Europe soignent leur recherche de matière pour avoir des matières qui sont suffisamment rigides. Donc, on parle de polyéthylène, on parle de polypropylène. Mais globalement, on est sur des acteurs qui font de bons produits qui sont suffisamment robustes pour résister au pooling Alors, et à la rotation des emballages. Ouais, alors cette circularité logistique, cette traçabilité dont vous nous parlez, comment elle se développe? Ou alors, à l'inverse, je vais poser la question autrement, quels freins vous rencontrez? Et s'il y a des clients qui hésitent à franchir le pas? Globalement, l'emballage réutilisable, même si on en parle beaucoup en ce moment avec les nouvelles REP qui peuvent arriver sur le marché, on va être très clair, les industriels ne nous ont pas attendus pour faire des économies, vous le disiez en préambule. Donc, ils ont limité l'épaisseur des cartons, ils ont réduit les espaces vides à l'intérieur de leur packaging. Donc, ils ont déjà optimisé des choses. Et ils ont parfois investi pour optimiser encore plus avec des chaînes de montage carton industrielles. Globalement, on arrive avec un nouveau système, donc il faut repenser une industrie. Il n'y a pas que le coût de la caisse et le coût du carton, il va y avoir un environnement global qu'il faut prendre en compte. Donc on est là pour accompagner nos clients et arriver à les aider. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes locatifs, pour finalement arriver à diluer le coût global et le coût global des investissements pour arriver à accompagner nos clients dans cette démarche-là. Un dernier mot autour de la souveraineté numérique, parce que c'est évidemment une dimension importante de votre activité. C'est des données, elles appartiennent à qui? Elles passent par où? On a des contrats avec nos clients. Donc, les données nous appartiennent, on peut les exploiter jusqu'à temps que nos contrats sont validés avec nos clients. Une fois que le contrat est terminé, on a des engagements pour rendre ces données à nos clients, les détruire, et nous, on ne les utilise plus. Mais globalement, on récupère de la donnée, c'est de la donnée de caisse, on n'est pas sur la donnée RGPD, donc ça reste des données qui sont quand même relativement classiques. Dernier mot, parce qu'il y a une vraie ambition, vous annoncez vouloir doubler le chiffre d'affaires de Cogit LGC d'ici 2000. Vous aviez annoncé d'ici 2025, alors vous l'avez fait? On l'a doublé. Vous l'avez doublé? On a même dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, donc on est très fiers de ça, et on commence à avoir, un certain impact. Ouais. Et alors, l'objectif 2030, c'est quoi? Je ne vais pas vous le dire. Ouais. Je ne vais pas le dire à mon patron non plus, pas pour l'instant. C'est trop tôt. Ok, merci beaucoup Frédéric Torrent et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de notre émission. On va voir comment le secteur de l'événementiel fait sa mue. Le zoom de ce Smart Impact, on parle du secteur événementiel avec Béatrice Istam. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Climit et de Green Événements. Alors, on va présenter les deux structures qui sont liées, évidemment. Climit, c'est quoi? Alors, Climit, c'est Vous dites Climit, ouais. On dit Climit. Bon, pas de problème. C'est un outil qui permet aux organisateurs d'événements de mesurer l'empreinte carbone des événements et puis surtout, de manière assez ludique, de prendre des décisions et donc d'entrer dans une trajectoire de réduction de l'empreinte carbone quand on organise un événement. Et il est lié, ce Climit, avec Green Événements? Alors, Green Événements, donc Climit, c'est une structure que j'ai créée il y a un petit peu plus de 2 ans et en fait, qui effectivement est née au départ de Green Événements, qui est un cabinet de conseil là que j'ai monté il y a 16 ans déjà et qui adresse les problématiques d'impact de la filière événementielle de manière un petit peu plus globale. Climit, c'est vraiment carbone et Green Événements, c'est des consultants où on va adresser les sujets d'économie circulaire, d'insertion, d'accessibilité. 16 ans. Oui. On en parlait beaucoup dans le secteur de l'événementiel, de l'impact des séminaires ou des grands concerts ou des tournées, etc. Pas du tout, j'imagine. Alors moi, j'en parlais beaucoup, mais effectivement, oui, c'était... Vous regardez comme une extraterrestre. Comment vous étiez accueillie? Avec un petit peu, effectivement, de surprise. C'est-à-dire que les gens ne comprenaient pas forcément, en fait, quelle était l'activité. C'était effectivement pas au cœur des préoccupations, surtout qu'en 2009, on sortait quand même d'une autre crise qui avait pas mal touché la filière. Mais depuis, donc maintenant, 16 ans, c'est devenu un sujet assez prégnant. Oui, effectivement. Alors, ce calculateur carbone, comment est née l'idée? Comment il fonctionne? Alors, l'idée, elle est venue tout simplement de nos clients chez Green Événements. Donc, depuis 16 ans, on accompagne des organisateurs avec toute typologie, tout format d'événements. Et puis, on avait un de nos clients qui n'est autre que le Festival de Cannes,
qui nous a un petit peu secoué les puces en disant, nous, il faut vraiment qu'on adresse ce sujet de la trajectoire carbone. Or, ce qui existe aujourd'hui sur le marché ne nous permet pas de le faire, parce qu'un événement, c'est extrêmement spécifique, c'est pas une entreprise, c'est un moment donné, c'est des postes précis, et donc on a besoin d'un outil qui est dédié à notre métier. Ils n'arrivaient pas à calculer précisément leur impact carbone, c'est ça? Alors, pour tous les organisateurs, c'était possible, mais en fait, il fallait payer assez cher, des consultants, ça prenait beaucoup de temps, et en gros, 6 mois après l'événement, avec un petit billet de 10 000, on est arrivé à voir l'empreinte carbone. Voilà, mais en termes de prise de décision, de trajectoire, et vu qu'en plus, il n'y avait pas vraiment de méthodologie, qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le périmètre de calcul, c'était pas très satisfaisant, c'était inaccessible pour la plupart des organisateurs d'événements, et surtout, c'était impossible de piloter une trajectoire. D'accord, donc là, vous imaginez cet outil qui est donc aussi un outil a priori qui permet d'anticiper et de se dire voilà ce qu'on va changer à notre événement, c'est ça? Oui, donc c'est un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire que dès qu'on commence à planifier l'événement, on rentre des informations opérationnelles, et puis on peut jouer avec des scénarios. On appuie sur un bouton, hop, ça compare. Tiens, si je passe en végétarien, je gagne 1% ou 20% de mon empreinte carbone. Et si je change les transports et le nombre de personnes, voilà. Donc c'est un outil qui est vraiment très intuitif, simple d'utilisation pour un organisateur d'événements qui n'est pas un expert carbone. Ce qui est le cas de la plupart des organisateurs d'événements, soyons clairs. Exactement. Et donc, ça lui donne la puissance de la maîtrise de son empreinte et des décisions associées. Alors, on a trouvé ce chiffre qui nous vient de l'Union européenne, qui nous dit que le secteur événementiel représente environ 5% des émissions de gaz à effet de serre au sein des pays de l'Union. Je voulais donner ce chiffre avant que l'interview démarre. Ça vous a fait tiquer? Ça vous semble beaucoup? C'est surtout que je n'ai jamais vu ce chiffre avant, parce qu'en fait, la difficulté qu'on a sur on va dire, la filière de l'événement, c'est qu'on a du mal jusqu'à aujourd'hui à quantifier justement ces émissions, vu qu'avant Climate, ce travail n'est pas fait. Donc, bon, après, on peut jouer avec des extrapolations, et j'ai peut-être un chiffre, non, il me paraît peut-être. Parce qu'en fait, l'événementiel va à la fois toucher à des sujets de transport, d'alimentation, donc c'est très transversal. Et en faisant des rapports par rapport à des chiffres de dépenses, on peut peut-être arriver à des ordres de grandeur comme ça. Mais ce qui m'intéresse aussi avec Climate, c'est justement de rentrer dans une maîtrise de ce que pèse la filière pour s'engager dans une logique de trajectoire et de diminution, si possible en accord avec les accords de Paris, avec l'accord de Paris, pardon. Mais c'est vrai qu'il faut commencer par mesurer avant de rentrer dans cette trajectoire. Oui, alors ce qui a été fait par d'autres secteurs il y a peut-être un peu plus longtemps d'ailleurs, est-ce que vous diriez qu'il y a un peu de retard du secteur de l'événementiel? Je ne sais pas s'il y a du retard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie accélération. Il y a une étude qui est parue en mai dernier, faite par Coach Omnium et Emilie Insal, qui dit qu'il y a aujourd'hui 35% des organisateurs d'événements qui mesurent régulièrement leur événement. Et sur le systématiquement, en un an, on est passé de 2% à 8%. Alors, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais x4, ce n'est pas si mal. Et puis, paraît-il qu'il y a 10%, c'est la bascule. Donc, je pense qu'on y est bientôt. Donc, moi, je vois plutôt le verre à moitié plein. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, vous nous avez donné l'exemple du Festival de Cannes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont changé ou qu'est-ce qu'ils sont en train de changer grâce à Climate? Alors, donc, il y a le Festival de Cannes. Aujourd'hui, donc c'est un exemple, c'est ceux qui nous ont poussés dans l'aventure. Aujourd'hui, donc c'est des centaines d'utilisateurs sur Climate. Les profils sont en majorité plutôt des grandes entreprises. Donc, ça va être des Decathlon, des Generali, des différentes marques du groupe LVMH. Et en fait, avoir un outil... Et on voit poindre de plus en plus des événements sportifs, des événements culturels, des concerts. Donc, on voit que finalement, toutes les typologies d'événements sont en train de rentrer dans la logique. Et en fait, le fait d'avoir un outil qui mesure permet finalement d'arbitrer. Parce qu'on a une idée quand même, que c'est... Les transports, ça pèse beaucoup. L'alimentation aussi, l'aménagement, il faut éviter de jeter, il faut plutôt faire du circulaire. Tout ça, on le sent un petit peu. Sauf qu'on ne sait pas toujours arbitrer et on ne sait pas toujours quantifier, choisir des priorités. Et là, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est qu'on peut choisir le 80-20 et choisir des décisions qui vraiment vont avoir un impact et communiquer dessus. Et donc, les grands sujets, effectivement, le transport, peut-être au lieu de faire... je pense à Decathlon qui avait choisi, au lieu de faire une grosse convention nationale, d'en faire des régionales avec un hub au milieu. Il y a tout le sujet, bien sûr, de l'alimentation. On est de plus en plus sur l'alimentation un peu plus végétale. Ça a un énorme impact, mais c'est mieux de le savoir factuellement. Sur tous les sujets d'aménagement, dès qu'on est sur de la réutilisation, de la location, l'impact, il est énorme. On peut baisser de plus de 50% sur un poste les émissions carbone, etc., etc. Et ça dépend de la... Parce que là, vous nous parlez de grands groupes qui organisent des séminaires, des conventions annuelles ou du Festival de Cannes. Mais je pense au sport, par exemple, parce que c'est presque
consubstantiel. Organiser un grand événement sportif, une Coupe du Monde, c'est faire venir des spectateurs de partout sur la planète qui, le plus souvent, prennent l'avion. Donc, il y a une limite, finalement, à ce qu'on peut transformer, sauf à changer carrément la façon d'organiser des grands événements. On pourrait penser aussi aux tournées, par exemple, des grands groupes de musique planétaire. Il y a un moment où ça met en question l'existence même de ces événements. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien, bien sûr. C'est un sujet d'ailleurs, c'est pour ça que pendant un certain nombre d'années, c'était un petit peu tabou. Mon Dieu, on va s'apercevoir qu'on fait déplacer des gens. Effectivement, au bout d'un moment, il y a des émissions effectivement liées au déplacement, etc., sur lesquelles on ne va pas pouvoir jouer. Maintenant, ce qu'on dit aux organisateurs, c'est que pour être dans la logique des accords de Paris et dans les trajectoires qui permettent de garder une terre vivable, on parle de 5 à 10% de diminution des émissions par an. C'est tout à fait jouable, même sur des événements internationaux. On travaille beaucoup avec des salons, c'est aussi un sujet. Bien sûr, un salon, il a de la valeur parce qu'il y a des gens qui se déplacent et qui viennent de loin. Et donc, en faisant ce travail, on arrive franchement à rentrer sur ces sujets de diminution qui ne vont pas être de 50% ou 100% d'émissions, mais quand même les 5, 10, 15, 20%, ils sont facilement atteignables. Oui, mais pardon, je vous interromps parce que on passe à des menus végétariens et c'est très bien. L'impact, il ne va pas être si important par rapport à la quantité de spectateurs qu'on fait venir d'un peu partout sur la planète. C'est pour ça qu'il y a des organisateurs... C'est pas parce que la Coupe du Monde met du vegan, de foot mettra du vegan dans toutes ses buvettes que son bilan va d'un seul coup s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, 2 réactions par rapport à ça. La première, c'est qu'effectivement, et c'est vrai pour toute activité, avant de la décarboner, il faut se poser la question, est-ce qu'elle sert à quelque chose? Voilà. Moi, aujourd'hui, si je travaille là-dessus depuis 16 ans, c'est parce que je suis convaincue que la rencontre humaine, ces grandes manifestations, elles ont beaucoup de sens. Moi, je suis fan de sport, j'ai envie que ça continue, ces événements. Elles ont beaucoup de sens et on a envie que ça continue. Donc, si on donne une valeur sociale, de cohésion, d'échange entre les gens, etc., on se dit qu'il faut que ça continue et donc on essaie de faire mieux. Il y a bien sûr des difficultés, c'est le cas dès qu'on adresse la décarbonation. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple sur des manifestations sportives, il y a un certain nombre de manifestations sportives qui décident de mettre, par exemple, des jauges dédiées plutôt à des visiteurs locaux. Et donc là, c'est un mouvement qui est en train de prendre, on va dire, de la place dans le paysage. Ça, c'est beaucoup, par exemple, de plus en plus pour des courses à pied, pour des courses en nature. Mais je pense que c'est un mouvement qui va s'étendre. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les déplacements internationaux, mais ça veut dire qu'on va peut-être privilégier un petit peu plus le local, avec aussi des bénéfices pour la population, etc. Donc c'est tout ça, en fait, sur lequel on travaille, qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, on partage cette... volonté, cet amour de la rencontre, et l'idée, c'est bien qu'elle continue à exister. Alors, si j'organise un tournoi, un grand tournoi de tennis qui fait venir du public, etc., et je me pose la question, je vais utiliser Climate, qu'est-ce qu'il faut que je renseigne? Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai accès à Climate, j'ai passé l'e-learning, j'ai eu mon onboarding, donc c'est... Oula, il y a plein de mots que je ne comprends pas. On reprend depuis le début. On arrive sur la plateforme. Nous avons créé avec l'association pour la transition bas carbone, l'ABC, qui nous a aussi audité pour valider la conformité bilan carbone. Nous avons créé un e-learning qui fait donc que nos utilisateurs, pour la plupart non experts carbone, comprennent les tenants et les aboutissants. Donc on a un niveau de connaissance. On a passé 1 à 2 heures, on a fait des quiz, on s'est bien amusé, on a appris plein de choses. Ensuite, on a des membres de l'équipe Climate qui ont aussi passé un petit peu de temps parce qu'un nouvel outil, on aime bien être accompagné au départ. Donc, je suis sur Climate, je suis déjà très à l'aise. Et là, je décide de m'emparer de l'empreinte carbone de mon événement. Je clique sur « Créer un nouvel événement » et là, j'ai une fiche qui apparaît avec les postes classiques qu'il y a sur un événement. Le transport, la restauration, le fret, les goodies, s'il y en a. L'empreinte digitale, si je fais des retransmissions, etc. Ça, c'est des posts qui sont ici sur la gauche. Et quand je clique, sur la droite, j'ai les informations à renseigner. Là, plusieurs manières. Soit j'ai l'information directement, je la rentre. Soit je peux collaborer avec mes prestataires, par exemple, parce que l'événementiel, c'est aussi ça l'enjeu. Et le challenge, et la difficulté, et l'opportunité, c'est que c'est une chaîne de valeur avec plein de monde qui collabore. Donc, je peux collaborer en ligne. Et aussi, je peux aller récupérer de la donnée si elle existe parfois sur d'autres applications, puisqu'on a créé un système d'API qui fait qu'on évite à nos utilisateurs de passer du temps inutile. Par exemple, sur l'inscription des spectateurs, j'appuie sur un bouton, des spectateurs, des participants. Voilà.
Ça peut être des spectateurs. Ça peut être des spectateurs. Et l'information remonte dans Climate sans avoir besoin de la ressaisir. Vous parlez aussi du temps homme. Alors, le temps homme, c'est le personnel qui va travailler sur l'événement. Il ne doit pas être si facile à réduire ce poste-là. Alors, ce qui s'appelle d'ailleurs plus temps homme dans la nouvelle version, pour ça encore plus clair, c'est tout ce qui est préparation de l'événement et après, on va dire démontage, par exemple, dans le cadre d'un salon. Oui. C'est-à-dire que dans Climate, les postes que je vous ai cités, on va vraiment se concentrer sur tout ce qui se passe pendant l'événement. Ouais. C'est le gros, en fait, de l'empreinte carbone. Et pour mesurer ce qui se passe avant et après, on a pris une métrique qui est le temps qu'on passe sur l'organisation et sur le démontage et qui fait une moyenne, en fait. Du coup, le temps moyen d'une 10 jours hommes, ça fait, qui passe à préparer quelque chose, ça fait tant d'émissions carbone. D'accord. Voilà. Okay. Dernier mot sur la dimension, la prise de conscience en France. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui y sont. Est-ce que c'est un sujet international? Est-ce que vous avez des clients internationaux? Est-ce que des grands groupes avec lesquels vous travaillez veulent faire la même chose ailleurs? Alors, on a aujourd'hui, effectivement, on travaille avec pas mal de grands groupes qui nous emmènent souvent dans leurs valises à l'étranger. Donc aujourd'hui, Climate, c'est utilisé pour des événements dans plus de 25, je crois quasiment 30 pays aujourd'hui. Derrière, il y a aussi des facteurs d'émission qui permettent que ça fonctionne. Et puis, on est, en ce moment, on a 3 à 4 demandes par mois qui viennent de l'étranger. Aujourd'hui, on travaille dans 4-5 pays européens. On a des clients en direct en Chine, à Singapour, aux États-Unis même, depuis le début de l'année. C'est assez surprenant. Il y a des entreprises qui continuent. Il y a des entreprises qui continuent. Et en fait, on a créé dans Climate un système qui permet d'avoir aussi des estimations carbone. Donc, par exemple, aux États-Unis, c'est plutôt ce qu'ils utilisent, l'estimation, plutôt que le vrai bilan carbone. Mais on voit que c'est un sujet. Alors, je pense qu'en Europe, on a une petite longueur d'avance. Mais il semblerait que ce soit un sujet d'intérêt à l'international. Et je pense que ça s'explique par le fait qu'ici, alors on a des lois qui ont un petit peu accéléré, mais c'est aussi l'événementiel, à un moment, on réunit tous ces publics. Et donc, c'est vrai que c'est important d'être cohérent par rapport à une démarche bas carbone. Merci beaucoup, Béatrice Istam, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. Êtes-vous prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois aujourd'hui Grégory Sion. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Pierre et Vacances, de la marque Pierre et Vacances. Ça représente plus de 190 résidences et hôtels en Europe, 2 millions de vacanciers par an, 3000 collaborateurs, 1200 saisonniers et un chiffre d'affaires de l'exercice 2023-24 de près de 390 millions d'euros. Je vous imaginais très français, vous êtes européen, vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Alors on est présent aujourd'hui dans 4 pays et on va ouvrir, donc on est en France, en Espagne, en Andorre, en Italie et on ouvre l'année prochaine le Portugal et la Suisse. D'accord. Est-ce qu'il y a une volonté de continuer de s'étendre, notamment vers l'Europe, le sud de l'Europe? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? Alors en fait, Pierre et Vacances, c'est une très belle marque. C'est une des plus belles marques de tourisme en France, la plus connue d'ailleurs, avec la plus forte notoriété. On est ravis. Et on est présent dans les stations de littoral et sur les stations de ski. Donc c'est notre ADN, en fait, c'est de proposer des belles vacances dans des belles résidences. Et donc, on a fait le constat que nos clients voulaient voyager. Ils ne voulaient pas voyager très loin, mais ils voulaient voyager en Europe, aller découvrir des nouveaux pays. Donc, l'Espagne était la première entrée. L'Italie était une demande forte. Et on a des demandes pour le Portugal, qui est une magnifique destination, avec un très bon rapport qui a été pris, et la Suisse, parce qu'on est aussi sur la montagne. Et en fait, nos clients veulent découvrir la Suisse à la fois pour l'hiver, mais pour l'été. Parce que la montagne, c'est une montagne 4 saisons. Voilà. Alors, vous êtes aussi une vigie du secteur du tourisme. Est-ce qu'il va bien? Alors, le tourisme, il y a des hauts, il y a des bas. On est sur des bonnes années. En fait, sur les dernières années, on a eu une très belle croissance. L'année dernière a été un peu plus difficile. Il y a eu des soubresauts économiques, politiques. Nous, on a eu la chance de continuer à croître. Justement parce qu'on propose un tourisme qui répond à 2 millions de clients. Donc un tourisme qui n'est pas CSP++. On couvre une gamme du 3 ou 5 étoiles. Donc on a la possibilité de proposer un très bon rapport qualité-prix dans les magnifiques destinations. Donc finalement, on a continué à croître. Donc pour nous, ça a été une très bonne année. Avec des prévisions ou des projections de progression du tourisme international et ça pose une question de capacité de limiter l'impact du secteur tout en ayant une croissance forte. Ça va faire vraiment partie du cœur de notre entretien. Vous affichez cet objectif, alors là on est vraiment sur la marque Pierre Vacances, de réduire de 51% vos émissions carbone directes
donc scope 1 et 2, liés aux énergies d'ici 2030. Question toute simple, le premier levier, quand on se dit, tiens, on va réduire de 51% nos émissions liées aux énergies, le premier levier, c'est quoi? Consommation énergétique. D'accord. Voilà. En fait, nous, notre combat, c'est le carbone. Donc, on a cette trajectoire carbone, on doit faire moins 51%. C'est une ambition assez forte. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un peu plus de la moitié du parcours et on a de l'avance. Donc, on est ravis, on a bien avancé sur les différents sujets. Et le premier élément, ça a été de faire de l'efficacité énergétique. Donc, ça passe déjà par des travaux sur la réduction des consommations, former nos équipes, piloter le reporting. Ça, je veux dire, c'est le plus facile. Mais ça prend du temps. Il y a l'éducation des équipes. On a formé nos équipes, la fraise du climat. On les a accompagnés sur des formations techniques pour qu'ils comprennent les enjeux sur les différents sujets. Et après, on a commencé à faire différents travaux. La mise en place de CAPEX, donc d'investissement autour de l'efficacité énergétique. On a travaillé sur de la décarbonation également. On a changé une chaudière fuel vers de la biomasse. Donc, toutes ces actions en fait, qui ont été faites sur nos 200 sites qui nous permettent aujourd'hui d'être à moins 30%. Donc, on a fait une grande partie du chemin. C'était par l'année de référence, c'est 2019. 2019, c'est ça. Donc, vous êtes effectivement à mi-chemin pour l'objectif 2030. Est-ce que ça supposait d'auditer, en quelque sorte, toutes vos résidences? On a vu qu'il y avait plus de 190 résidences et hôtels aujourd'hui en France et en Europe. Alors oui, on a en fait la trajectoire carbone sur l'ensemble de nos résidences. On sait exactement combien on consomme. On connaît le nombre de tonnes de CO2 sur l'ensemble de nos résidences. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement demandé à des organismes de venir auditer pour identifier quels étaient les leviers les plus pertinents sur nos différentes résidences. Et on a pu commencer à mettre en place ces différents leviers. Plus on avance, plus c'est compliqué, mais on est confiant parce que nos équipes sont de plus en plus formées et extrêmement engagées dans cette démarche. Oui, les premiers pourcentages sont plus faciles à gagner que les derniers, ça, on est bien d'accord. Vous n'êtes pas propriétaire de toutes ces résidences? Non, on n'est pas propriétaire. Donc il faut convaincre les propriétaires, ça fait partie du job, c'est pas forcément évident? Alors, c'est pas facile. On est là aussi. Ça fait plus de 50 ans qu'on existe, 58 ans. Ça fait 58 ans qu'on travaille avec des propriétaires individuels. Ça fait 58 ans qu'on les accompagne dans la rénovation, qu'on leur dit qu'il faut investir dans leur résidence. Aujourd'hui, on a énormément cru, on est significatif, on a gardé cette expérience, on a des équipes extrêmement engagées qui connaissent bien les propriétaires. On a des propriétaires qui nous font confiance, je ne vais pas dire depuis 50 ans, mais pas loin. Donc, on les accompagne et c'est un nouveau chantier. Nous, notre objectif, c'est de les accompagner dans ce chantier qui n'est pas un chantier uniquement de contraintes, c'est un chantier aussi d'opportunités. On est sur un tourisme local, bas carbone, c'est notre ADN. Nos propriétaires ont la chance d'être dans des très belles résidences, d'être propriétaires, et on doit les accompagner pour aussi assurer le fait qu'ils puissent émettre moins de CO2 et que leur appartement devienne un exemple de ce qu'on peut faire en termes de... Cet accompagnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire participer à l'investissement? Oui. On parle d'argent, quoi. On parle d'argent. C'est pas seulement des bons conseils, quoi. Hein. Exactement. Donc, sur nos rénovations, de plus en plus de rénovations, on accompagne les propriétaires en co-investissant pour pouvoir faire ces rénovations. Donc, on ne peut pas le faire sur toutes les résidences, mais en fonction du potentiel, de la performance de chacune des résidences, on essaye de participer pour accompagner ce changement. Et ça se fait à la fois dans la rénovation des appartements, mais aussi dans la rénovation énergétique. Alors, il y a un bon exemple de cette rénovation, de cette mutation. C'est une résidence un peu emblématique de la marque Pierre et Vacances qui s'appelait l'Hermine, c'est ça? Et qui s'appelle Capella aujourd'hui. Alors, c'était un peu le berceau? C'est une des toutes premières Alors, Avoria, c'est le berceau. Oui, c'est Avoria. Là où on est né. Et effectivement, l'Hermine, c'est une des résidences... c'est une résidence en multipropriété, donc c'est une vieille résidence. Qui est extrêmement bien située, qui est une résidence qui était donc en multipropriété. Donc, vous aviez des propriétaires qui enchaînaient une semaine après une semaine. Et donc, on a décidé de la racheter, de la convertir. C'était une passoire thermique. On était en G. On va passer en D. Là, elle ouvre en décembre. Et on en a profité pour, en fait, rénover à la fois d'un point de vue énergétique, mais également d'un point de vue confort client. Donc, on arrive sur une résidence qui va passer en 4 étoiles, extrêmement confortable, au format que les clients attendent, à la montagne, mais en plus, qui va passer D,
quasiment C. On est à la frontière. Vous Donc n'êtes pas on loin. espère y arriver. C'est encore possible? On va voir. Bon. Voilà. Mais on est à la frontière. Donc, Parce que là aussi, pour passer du D ou presque C, ça coûte cher pour. Non, en fait, c'est vraiment qu'on est à la limite et on a aussi Ok. des problématiques de mètres carrés qu'il faut. Alors, si on reste sur cet exemple, qu'est-ce que vous avez mis en place? Le levier le plus efficace, parce que vous avez commencé par identifier ce levier, c'est quoi? Moi, je prendrais en fait, je trouve que c'est un très bon exemple de la démarche qu'on mène chez Pierre et Vacances, parce qu'on est parti d'une contrainte, c'est que pour des raisons multiples, on ne pouvait pas changer les façades. Le modus habituel, c'est de changer les façades et de partir par l'extérieur. On ne pouvait pas le faire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette contrainte comme une opportunité. Et c'est devenu un pilote, et c'est la démarche de Pierre et Vacances, parce que cette résidence, on a réussi donc à la changer en faisant une isolation par l'intérieur, et ça a permis en fait d'ouvrir, de bloquer une partie de la résidence, tout en gardant l'autre partie pour les travaux. Donc ça permet pour d'autres résidences chez Pierre et Vacances, mais aussi à la montagne, parce que c'est une problématique qui est une grande multiple, problématique de la montagne, de pouvoir rénover une partie sans rénover le reste. Donc, on a réussi à ouvrir cette résidence en 2 fois. On ouvrira la moitié cette année, la deuxième moitié l'année prochaine. Donc, c'est un vrai sujet et on est avec les municipalités pour leur présenter, leur faire visiter la résidence, pour leur montrer comment on a pu faire, en espérant que d'autres acteurs de la montagne s'en inspirent. Alors, c'est aussi un site, j'ai vu ça en préparant l'émission, qui est commercialisé du dimanche au dimanche, c'est ça? Alors, c'est un choix. On va bien comprendre la logique. Expliquez-nous pourquoi. Alors, ça démarre en fait sur une discussion avec un maire un mardi où on est au bord de la route. Je discute avec le maire et il me dit, vous voyez ici, il y avait 3 heures de bouchon samedi. Et je lui dis, mais en fait, pourquoi tout le monde arrive le samedi? Il me dit, le poids de l'habitude. Et donc, en sortant, j'ai demandé à l'équipe, je leur ai dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de alléger le samedi, pour faire qu'il y ait moins de monde? Parce que le scope 1 et 2, c'est bien, mais l'essentiel du tourisme, c'est le scope 3. C'est le transport. Et c'est des transports. Et aujourd'hui, il faut savoir que si on réduit de 30% le pourcentage de gens qui arrivent le samedi, en fait, il n'y a plus de problématique de bouchons à la montagne. La bonne nouvelle, c'est qu'on est déjà à 25. On est à 25%, on arrivait le dimanche. Donc, c'est quelque chose qui, pour nous, est très important parce que c'est à la fois bon pour la planète, c'est moins d'embouteillages. Donc, et puis pour vos clients qui ne vont pas galérer dans les embouteillages accessoirement. Parce que les gens, ils sauvent 3 à 4 heures par semaine. Sûr. Et donc, quand on arrive en vacances, en ayant évité de passer des temps dans les bouchons, on est en général beaucoup plus à même de profiter des vacances. C'est sûr. Cette réflexion, on va rester sur la question de la montagne, l'activité à la montagne. En quoi c'est un enjeu particulier de la politique environnementale de Pierre et Vacances aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, c'est plus de 35% de notre inventaire quand on regarde. Donc, on est vraiment un acteur, on est leader à la montagne en Europe. Donc, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, ça représente 25% de nos émissions carbone. Donc, en fait, déjà, on casse un cliché qui est la montagne, c'est horrible en termes d'émissions carbone. Pas du tout. On a déjà fait énormément d'efforts. On a 2 ans d'avance sur la montagne en termes de trajectoire carbone. Donc, on a beaucoup, beaucoup progressé. Donc, ça, c'est le premier élément. Après, il y a beaucoup de travail autour du ski bashing. Et on en parle beaucoup avec les maires parce que je passe beaucoup, beaucoup de temps. On a le même objectif. C'est la montagne, ça n'est pas que le ski. Donc nous, depuis 5 ans, toutes nos destinations, toutes les stations où on est présent, on les ouvre l'été, juillet, août, parce qu'on sait que c'est la poule et l'œuf. Il faut contribuer à ouvrir pour que les gens continuent de venir. Et donc on investit. Ce n'est pas des périodes les plus rentables, mais on veut le faire. Parce que les résidences sont moins remplies quand même. Moins remplies, on vend moins cher. Mais c'est une période qui est importante parce que la montagne, dans le futur, ce sera une montagne de plus en plus 4 saisons. Mais vous, avec notamment l'hiver, toutes les questions autour de l'eau, de l'accès à l'eau, de la captation de l'eau par les stations pour les canons à neige, mais vous réussissez à faire... Vous sentez l'évolution? Vous la sentez l'évolution? C'est-à-dire avec un peu plus de touristes qui viennent l'été en montagne? Ah oui, alors moi je vais donner 2 exemples. On est sur des croissances de 5 à 10% sur les 5 dernières années sur l'été, donc ça marche très bien. Nos niveaux de satisfaction à la montagne pour nos clients, ils sont stratosphériques, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà parti en vacances. Je vous recommande pour la montagne l'été. L'été, c'est génial. C'est des activités, la plupart du temps il fait très beau, vous avez énormément de nature,
vous avez très peu de monde. Donc, en fait, c'est les vacances idéales et avec un rapport qualité-prix qui est extrêmement bon. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est qu'on a décidé de se développer en Suisse, parce qu'on a développé un partenariat avec Swisspeak, qui est un acteur très important là-bas. On va ouvrir 4 résidences l'année prochaine. La Suisse, c'est 55% de l'activité l'été en montagne. C'est-à-dire que la Suisse a déjà fait sa transition écologique. On est déjà sur une montagne l'été et on veut utiliser la Suisse pour nous aider à accélérer encore en France. Alors, on va regarder, parce que vous avez évoqué le scope 3 et donc les déplacements. C'est l'ADEME qui nous dit que le transport représente 69% de l'empreinte carbone du secteur du tourisme et le transport aérien, 29% à lui tout seul. Et ça rejoint la question que celui qui était à votre place la semaine dernière, Cédric Ringenbach, le fondateur de Blue Choice et de la fresque du climat, a décidé de vous poser. On l'écoute. Bonjour Grégory. Alors Pierre et Vacances propose des vacances en France et à l'étranger. Et alors la question que je vais vous poser, c'est la suivante. Moi, je suis un peu un spécialiste des risques de transition, donc j'ai envie de vous les formuler pour votre entreprise. Quand vous vous projetez dans l'hypothèse que demain la transition a lieu pour de vrai, et que par exemple pour des raisons de fiscalité carbone ou de changement de comportement, les gens aient moins envie de prendre l'avion pour aller loin. Est-ce que vous voyez plutôt des opportunités à récupérer des clients en France qui vont rester en France, ou est-ce que vous voyez un danger de ne plus pouvoir avoir des clients dans les destinations lointaines? Voilà. Alors, c'est une très bonne question et je suis ravi de pouvoir y répondre parce que nous, notre ADN, c'est le tourisme local bas carbone. On a la chance d'être né en disant on fait finalement des destinations en France pour des clients majoritairement français. Aujourd'hui, en européen, on a 40% de nos clients qui sont internationaux, mais on leur propose des vacances finalement à des distances assez limitées, de l'ordre de 500 à 800 km. L'essentiel de nos clients, ils viennent en voiture. Donc, on a des exceptions, mais l'essentiel de nos clients viennent en voiture et on encourage cette mobilité voiture. On essaye de développer des bornes électriques pour faire que les clients puissent venir en voiture électrique. On encourage, on a fait des partenariats avec la SNCF pour encourager les déplacements aussi en train, parce qu'on a plus de 70 résidences aujourd'hui qui sont connectées avec le train. Donc, ça veut dire, vous allez, pardon, je vous interromps, mais inciter des clients qui venaient traditionnellement en voiture à prendre le train? C'est quoi l'avantage? Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est qu'on essaye de leur proposer une solution pour qu'en famille, ça devienne simple d'arriver en vacances sans embouteillage. On a fait le dimanche au dimanche. Le train, c'est une façon aussi de pouvoir arriver sans avoir d'embouteillage. Donc, on encourage les déplacements. On a fait des partenariats avec la SNCF pour proposer des avantages tarifaires, des avantages pour les clients qui arrivent en train. Donc ça, c'est des tests qu'on mène avec la SNCF. On va continuer de faire des choses. Et l'idée, c'est de pouvoir promouvoir et donner un avantage aux clients qui décident de venir avec des modes de mobilité plus vertes. Et l'avion, il y a des clients qui souhaitent le faire. On a des clients qui viennent de loin. On ne va pas les empêcher de venir, mais on va encourager les autres modes de mobilité. Oui, maintenant, si j'habite Lille et que je veux aller dans une résidence au Portugal que vous allez ouvrir, je vais sans doute prendre l'avion quand même. Vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre votre voiture aussi. On a aussi le fait que beaucoup de gens viennent en voiture. Mais alors, au-delà de ce que vous mettez en place sur le secteur du tourisme en général, c'est vrai que quand on regarde les projections, la baisse du trafic aérien, ce que disait Cédric Ringenbach, il dit, son métier, c'est vrai, c'est d'anticiper les risques de transition. Et il dit, il y a un jour où les taxes carbone sont telles, ou les changements de comportement sont tels que peut-être on prendra plus l'avion. Pour l'instant, le tourisme mondial prévoit pas du tout ça. C'est une croissance du trafic aérien pour encore de nombreuses années. Nous, on s'est focalisé sur notre marché, le marché du tourisme local, et on est très confiant. On pense que le marché va croître de l'ordre de 4% sur les 5 prochaines années, sur les marchés qu'on vise en priorité, que j'ai déjà cités. Donc, on pense que c'est très important et que les gens veulent partir en vacances. Les vacances, il n'y a pas de GNI. On n'a pas les gens continuent de partir en vacances, on est ravis. C'est un moment qui est de plus en plus important. Les gens partent plus souvent, moins loin. Et je pense qu'effectivement, le coût de l'aérien qui va continuer de monter va devenir un frein et va encourager les gens à redécouvrir leur pays.
L'Italie est magnifique, le Portugal est magnifique. Toutes les destinations sur lesquelles on est sont des destinations à redécouvrir. Et on peut le faire sans avion. En tout cas, on pousse ce type de... Est-ce que vous le sentez chez vos clients français, parce que c'est là que vous avez le plus de résidence, c'est-à-dire des clients qui partaient à l'étranger avec des voyages low cost, l'avion qui coûtait vraiment pas cher du tout et qui coûte encore aujourd'hui pas cher du tout, et qui se disent ah bah tiens non, on va revenir sur des destinations françaises. Est-ce que c'est un mouvement que vous sentez ou pas forcément? Après le Covid, comme il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de gens sont repartis en France et ont redécouvert la France. Là, il y a une petite envie d'étranger de nouveau. Voilà, l'année dernière, je pense qu'on a parlé avec beaucoup de concurrents. Nous, on a eu une belle croissance, mais on a des gens qui nous ont dit les gens sont repartis à l'étranger parce que justement, il y avait peut-être des tarifs qui avaient un peu baissé sur certaines destinations. L'objectif, c'est de faire qu'on met en avant la France, ces belles destinations, et on est là pour essayer de les présenter au mieux, d'en faire l'attractivité. On n'empêchera pas les gens de vouloir partir à l'étranger. Moi, je suis convaincu qu'on peut découvrir la France. Il y a 10 000 facettes à ce pays et on peut découvrir des belles résidences, des belles destinations sans aller à l'étranger. Voilà. C'est notre objectif, en tout cas. Une citation qu'on a retrouvée, vous dites « Nous ne sommes plus promoteurs immobiliers, exploitants touristiques à 100%. Pierre et Vacances a franchi une étape clé dans sa transformation. La marque se positionne désormais avec ambition pour accélérer son développement. » J'ai retenu ça pour la question du métier de promoteur immobilier. C'était un des métiers d'origine de Pierre et Vacances. Vous l'avez complètement abandonné? Complètement. C'est-à-dire qu'historiquement, on était constructeur de résidences. On les vendait à la découpe à des individuels. Et ensuite, on les exploitait. C'est-à-dire qu'on faisait venir des vacances pendant une période assez longue. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, le problème de ce métier, c'est qu'on le faisait plutôt bien, mais que quand vous êtes à la fois le constructeur et celui qui exploite, vous commencez à avoir jugé parti, c'est compliqué. Nous, notre métier, c'est faire que les vacances se passent au mieux. On est obsédé par la satisfaction de nos clients. On mesure avec un indicateur qui s'appelle le Net Promoter Score. On l'a amélioré de 30 points. Il est passé de 19 à 49 en 5 ans. Et ça, c'est par le fait de se dire que notre seul objectif, c'est la satisfaction des clients, des vacanciers. Donc, c'est vraiment notre ambition. Et en faisant ça, on a des clients plus contents, des clients qui reviennent. Et on peut donc continuer à développer Pierre et Vacances partout en Europe. Le groupe Pierre et Vacances avait été en grande difficulté au moment de la crise Covid. Comment s'est-il relevé? Et puis quel rôle la marque Pierre et Vacances a joué dans ce... Alors c'est un très beau groupe, il y a Pierre et Vacances dedans. Donc Center Park, par exemple, Maeva, Adagio. Donc on a des très belles marques. On a un directeur général qui a insufflé une dynamique en disant... On doit relancer la marque. On a trouvé de nouveaux investisseurs. Sur l'ensemble des marques, on a chacun pris notre ADN qui est différent. Center Park, c'est la nature. Pierre et Vacances, c'est les vacances locales bas carbone partout en Europe. Adagio, Maeva. On a chacun travaillé avec l'objectif d'enchanter nos clients, de le faire en revenant à la rentabilité. Et aujourd'hui, post-Covid, il y a eu un redémarrage des vacances et on est dans une situation... financière et des niveaux de satisfaction client qui sont partout extrêmement bons. Ça a supposé de faire des choix, c'est-à-dire d'abandonner certaines activités qui étaient moins rentables on a abandonné la promotion immobilière. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pierre et Vacances, mais d'autres, on le faisait aussi pour d'autres entités du groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a abandonné. On s'est vraiment recentré sur le client. On a dû faire des choix, comme beaucoup d'entreprises. Le Covid était une période difficile pour le tourisme. Donc ça nous a en fait forcé à nous réinventer et aujourd'hui on voit que la trajectoire est très très bonne, donc on est ravis. Est-ce qu'il y a une logique de montée en gamme? J'ai pensé à ça en vous entendant raconter l'exemple de la résidence L'Hermine devenue Capella, c'est-à-dire que est-ce que vous vous dites nos résidences, il faut qu'un 3 étoiles devienne un 4 étoiles, etc. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là ou alors est-ce que vous continuez d'essayer d'avoir un public le plus large possible? On est une marque qui est large. On a 2 millions de clients, on va du 3 au 5 étoiles. Nous, notre objectif, c'est je n'aime pas le mot premiumisation parce qu'il y a toujours cette volonté de dire on va devenir une marque pour l'élite. Nous, on a une marque large. Ce qu'on veut, c'est proposer le meilleur rapport qualité-prix quel que soit le nombre d'étoiles. Notre objectif, c'est les 3 étoiles. Les gens viennent et disent j'ai un rapport qualité-prix exceptionnel. La même chose sur le 5. Donc, parfois, la montagne... Mais qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est le 5? Non, pas forcément, non. C'est pas le plus rentable. Non. On a finalement, quand on regarde, en fonction de la destination, quand on a un produit qui est bien pensé,
on a des niveaux de rentabilité très forts sur l'ensemble de la gamme, quel que soit le nombre d'étoiles, et on veut garder cette représentativité. Pourquoi est-ce que Capella, on l'a monté en 4 étoiles? C'est qu'on a dû faire des gros investissements pour la rénovation, et que pour pouvoir financer et en fait absorber ce coût lié aux investissements liés à l'efficacité énergétique, il a fallu monter d'une étoile de 3 ou 4. Voilà, c'est pour ça. Avec donc la volonté de continuer de s'adresser à tous. Vous avez parlé du plan de formation, et je fais le lien entre vos clients et les salariés finalement des résidences et des hôtels Pierre et Vacances, les former au changement climatique. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Je pense à ça parce qu'on est dans une période où il y a un certain nombre de grands leaders politiques, et non des moindres, même au niveau mondial, qui disent le changement climatique, c'est la plus grande arnaque du siècle. Il y a un climato-scepticisme qui gagne du terrain. Est-ce que vous le ressentez parfois quand vous formez vos personnels? Alors, pas du tout. Et en fait, c'est d'ailleurs... Jamais. Peut-être, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a justement voulu faire ces formations parce qu'on est convaincu qu'une des raisons pour lesquelles les gens disent oui, c'est pas important, c'est que les gens n'ont pas compris. Donc la fresque du climat notamment, qui est quelque chose que je trouve admirable, c'est une façon de comprendre comment ça se passe et pourquoi c'est important d'agir et comment est-ce qu'on peut agir. Et la première formation qu'on a faite, c'est celle-là, c'est pour que les équipes comprennent comment on pouvait agir, pourquoi c'était important et quels étaient les mécanismes qui permettaient d'expliquer cette situation qui est quand même critique. Et on a incité là-dessus, et on a de ce fait énormément de gens dans l'équipe, parce qu'on a beaucoup de jeunes, on a cette chance, le tourisme attire des talents. On a une personne au comité de direction qui a souhaité animer une démarche qui est transverse sur l'ensemble des métiers, pour faire que la RSE, donc notre plan RSE, devienne une priorité stratégique, ce qui est le cas, et animer l'ensemble des personnes dans l'entreprise. Et on a des gens sur les sites, en centrale, qui sont animés par cette démarche, et je vois au contraire une énorme adhésion à cette volonté de réduire la trajectoire carbone. Merci beaucoup, Grégory Sion, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre invité est avec nous en duplex, Thomas Mogaret. Bonjour, vous êtes le fondateur de Tapis de laine. Vous l'avez créé en août 2024. Avec quelle idée? Pourquoi vous l'avez créé? Bonjour, merci de nous recevoir pour parler de ce projet. Effectivement, le tapis de laine, ça a été créé en août 2024 pour répondre à un enjeu en fait, de territoire. Chaque année, sur la zone du Sud Aveyron, on est sur la zone Roquefort, il y a 700 000 kilos de laine au global qui sont produites, et en Aveyron comme en France aujourd'hui, 90% de la laine qui est produite chaque année est jetée. Donc l'idée était de trouver une valorisation pour cette matière naturelle, renouvelable, noble, etc. 90% de la laine produite est jetée. C'est le chiffre, on a un peu de mal à le digérer tellement il est vertigineux. L'alternative, c'est quoi? La plupart des tapis de gym, de yoga, ils sont faits comment? Ils sont en quoi? Ouais, la plupart des tapis aujourd'hui, 99% des tapis, ils sont faits à partir de caoutchouc ou de dérivés de pétrochimiques. Donc, ils sont faits à partir de matières qui sont soit importées d'Amérique du Sud, soit d'Asie du Sud-Est. Et donc, venus de très loin avec des matières en général qui sont plastiques. Et donc, vous les remplacez par des tapis à base de laine. Alors, il y a le double avantage, c'est déjà récupérer une matière qui était jetée, et puis ensuite trouver une alternative à la pétrochimie. Mais alors, est-ce qu'ils sont aussi agréables, efficaces, durables que les tapis classiques? Non, exactement. Parce que le constat que vous dites qui est aberrant, donc 90% de la laine est jetée, il en demeure pas moins que la laine, aujourd'hui, ça reste une matière qui a énormément de qualité. En l'occurrence, pour le yoga, nous, on a une laine qui est reconnue historiquement pour son rebond. Elle était utilisée en literie. Donc, elle apporte un confort vraiment singulier par rapport à tout ce qu'on va pouvoir retrouver pour les articulations, par rapport à tout ce qu'on va pouvoir retrouver sur le reste du marché. C'est sa qualité première techniquement pour le yoga. Il se trouve que c'est une matière qui est thermorégulatrice, donc elle va aussi venir
en été apporter de la fraîcheur, en hiver apporter une chaleur au niveau du sol. C'est une matière qui gère extrêmement bien l'humidité, donc très intéressante en cas un peu de transpiration sur les sports. Voilà des qualités qui peuvent être mises en avant pour le yoga. Mais alors, est-ce qu'ils vont tenir aussi longtemps qu'un tapis en PVC? Alors, les tapis de laine, de toute façon, c'est une matière qui est renouvelable, durable. Ils sont faits pour tenir comme un tapis lambda, pour être très transparent. Pour l'instant, nous, on a été créé en 2024. Je n'ai pas l'historique. Ah oui, c'est un peu trop tôt pour nous dire s'ils durent aussi longtemps, je suis d'accord. Voilà, je n'ai pas l'historique pour vous dire exactement combien de temps il va durer, mais il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Est-ce que vous réussissez, dans quel secteur du marché vous vous placez? Est-ce que vos tapis sont forcément plus chers, beaucoup plus chers que les tapis classiques? Non, bien sûr, on est sur un tapis qui est à 70 € en prix d'entrée, sur un marché, donc on va se placer sur le moyen haut de gamme. Aujourd'hui, en bas de gamme, vous êtes à 30 € et ça va monter le marché du tapis de yoga jusqu'à 130 €, 150, voilà, sur du tapis aujourd'hui en haut de gamme. On fabrique en France. Donc ça déjà, c'est un élément qui nous oblige à avoir un prix plus élevé. C'est 100% fabriqué en local et on est sur une matière naturelle qui est... même si aujourd'hui elle est jetée, elle nécessite pour être utilisée d'être lavée et d'être transformée. Et il se trouve qu'une matière naturelle comme la laine demande beaucoup plus de travail qu'un plastique synthétique. D'où le prix à l'arrivée qui est un peu plus élevé. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des sportifs ou des adeptes du yoga qui sont particulièrement engagés, sensibilisés à la question environnementale? Est-ce que c'est pour ça qu'ils viennent chez vous? Je pense que naturellement, dans la pratique du yoga, il y a cette volonté d'être en lien avec la nature. Il y a quelque chose une compatibilité naturelle entre le yoga et le produit qu'on propose. Il se trouve que 70% de nos clients se servent du tapis pour faire du yoga. On va aussi avoir des pratiquants de pilates ou sur d'autres sports. Qui était aussi une bonne nouvelle, si vous voulez, par exemple, en termes de clientèle. Il se trouve qu'on se positionne à peu près à 25%, on va dire, si on coupait en 4 quartiles sur l'échelle des revenus nos clients, on en a sur les 4 quartiles de manière assez équivalente. Donc, voilà, on a essayé de se positionner comme un produit au regard de la qualité du produit qu'on propose, abordable. Et pour l'instant, c'est un pari qui semble bien fonctionner. Merci beaucoup Thomas Mogaret et bon vent à vos tapis de laine. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à demain. Ce programme vous a été présenté par la communauté urbaine du Creusot-Monceau, le territoire de tous les possibles.